Ce ne sont pas les circonstances qui définissent notre avenir, mais plutôt la façon dont on choisit d'y réagir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 thématiques essentielles, notamment avec la première qui nous fera voyager du côté du Cameroun sur le thème comment gérer le stress en période d'examen à l'école. Puis la deuxième thématique au Sénégal sur comment transformer son savoir-faire en source de revenus. Et enfin, nous allons atterrir dans les locaux de la chaîne télévisée Télé-École 100% dédiée à l'éducation et sur votre plateau de l'émission Afrique Edu avec notre invité spécial avec qui nous allons aborder sur la thématique être productif, origine, clé et stratégie pour l'optimiser. Et tout ça, c'est juste dans un instant après le générique. Ne quittez pas. Chers amis, une fois de plus, bienvenue encore dans votre émission Afrique Edu. Alors, sous peu, nous serons connectés du côté du Burkina avec Monsieur Kiassel Karel, de nationalité burkinabé et analyste de données dans une société de la place. Nous allons échanger avec notre invité sur le thème de comment gérer le stress en période d'examen à l'école. Bonsoir, Monsieur Karel. Bonsoir, Fantasila. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Merci pour l'invitation. Alors, quelle définition générale pouvez-vous donner au stress? Alors, le stress, il faut dire que chacun définit le stress à sa manière. Les scientifiques définissent le stress comme un pic de cortisol qui est l'hormone responsable du stress. Mais vu qu'on parle de milieu scolaire, je vais dire que le stress est un ensemble de réactions psychologiques négatives, on va dire, résultant d'une pression. Donc, dans notre cas, la pression académique. Donc, c'est un état de santé mentale, de pression due à l'environnement extérieur. Fraîchement sorti du milieu estudiantin. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer la présence de celui-ci pendant les examens? C'est normal. Lorsqu'on parle d'examen, il y a toujours un stress qui est là. Mais la première raison du stress pour moi, c'est le manque de préparation, tout simplement. Parce que les étudiants en général ne savent pas quel type d'étudiants ils sont. Donc, lorsque l'examen arrive et que ce sont plutôt des étudiants d'un type donné, s'ils ne se connaissent pas, ça peut amener un manque de confiance qui crée un stress. Il y a aussi la pression que les parents mettent sur eux, le fait d'avoir beaucoup investi, le fait d'avoir été là, c'est une pression constante qui amène le stress, surtout en période d'examen où des résultats sont entendus, réussite ou échec. Très bien, mais selon vous, quels sont les facteurs sociaux qui peuvent avoir un impact, surtout négatif, dans la vie d'un apprenant? Oui, comme on l'a dit tout de suite, c'est l'un des facteurs principaux même du stress. C'est lors d'un examen, par exemple, il y a la famille qui est une pression parentale que je vais brancher dans les facteurs sociaux. Il y a la société elle-même, surtout dans nos sociétés africaines où on a beaucoup l'habitude de jauger un peu les enfants du voisin et les nôtres. Donc, je me dis que c'est ces mentalités-là de nos sociétés qui favorisent le stress en milieu scolaire. D'ailleurs, de nos jours, avec des calendriers académiques très chargés et bien d'autres choses, quelle technique un apprenant peut adopter pour dominer le stress dans la vie quotidienne de tous les jours, que ce soit à l'école, dans la rue, à la maison, etc. Bon, comme je l'ai dit ici, pour chaque étudiant, l'important c'est de se connaître. Et comme on parle de gestion de stress, je voulais attirer l'attention sur le terme gestion. On ne peut pas éliminer le stress, on peut juste le gérer. Donc, soyez rassurés, tout le monde passe par le stress, tout le monde est stressé. La première étape, selon moi et selon ma petite expérience à l'école, c'est que pour gérer le stress, il faut savoir quel type d'étudiant tu es. Est-ce que tu es un étudiant qui a besoin de bosser au jour le jour pour être fort à l'examen?
Est-ce que tu es le type d'étudiant qui, dès que le prof, il explique, tu as tout capté? Est-ce que tu es le genre d'étudiant qui doit prendre des notes pendant le cours? Déjà, c'est la première étape. Tu te connais. Et en fonction du type d'étudiant que tu es, tu t'appliques une certaine rigueur. Ça peut régler un peu le stress, mais pas le faire disparaître. Et la deuxième étape, selon moi, c'est simplement de se préparer aux examens. Se préparer convenablement en fonction du type d'étudiant que nous sommes, ce qui renforce la confiance en soi et qui diminue drastiquement le stress. Après viennent aussi d'autres éléments comme l'environnement et tout, mais pour moi les plus importants sont les deux que j'ai. Ok. Alors, Monsieur Kiasen Karel, vous avez été dans le temps étudiant, collégien. Selon vous, combien d'heures un étudiant doit réviser par jour afin de valider son examen? Combien d'heures faut-il étudier par jour? Bon, comme je l'ai dit précédemment, tout dépend du type d'étudiant que vous êtes. On a tous des étudiants dans notre classe ou des élèves dans notre classe qui n'ont même pas besoin d'étudier forcément. Le simple fait d'être en classe et d'écouter ce que le prof dit, ça leur suffit. A contrario, tu as d'autres comme moi qui ont besoin de réviser encore et encore pour pouvoir arriver à réussir à un examen. Donc pour moi, tout dépend du type d'étudiant que vous êtes. Et je pense que chaque élève, chaque étudiant, en fonction de son parcours, en fonction des expériences qu'il a eues, peut savoir quel type d'étudiant il est. C'est pas compliqué. Et se fixer des objectifs horaires de poste par jour. D'accord. Les examens sont très souvent source d'angoisse, de panique. Alors, selon vous, quelles sont les astuces qui peuvent permettre à un apprenant aujourd'hui de pouvoir éviter de paniquer lors d'une épreuve? De ma petite expérience, c'est utiliser les brouillons, par exemple. C'est vrai que ça peut demander beaucoup de temps, mais ce que moi je fais, et qui n'est pas forcément vrai pour tout le monde, c'est que lorsque le stress commence à monter, surtout à la vue d'une épreuve, étant donné que je sais quel genre d'étudiant je suis et que je me suis bien préparé, c'est de faire des essais de réponse au brouillon, voir un peu où ça va nous emmener. Ça, c'est les matières scientifiques, les mathématiques et tout. Concernant les matières littéraires, c'est de se poser, tout simplement. De relire le sujet. Encore. Peut-être retourner la feuille. Réouvrir la feuille. Relire. Encore et encore. Donc, en fonction du type de matière que tu as en face de toi, pour moi, la façon de gérer le stress est différente. En fonction du type de matière et du type d'étudiant ou d'élève que tu es. D'accord, Monsieur Karel. Vous êtes bien d'accord avec moi que quand on parle d'examen, il y a deux possibilités. Il y a l'échec et il y a la réussite. Très souvent, quand on réussit, on jubile avec sa famille, on est content, on saute un peu dans tous les sens. Mais qu'en est-il du cas où on se retrouve à échouer? Donc, ce que je veux dire par là, c'est comment est-ce que un apprenant, un étudiant, excusez-moi, peut surmonter cette période d'échec-là? Pour surmonter un échec d'examen, déjà, ça commence avant l'examen. Lorsqu'on va à un examen, il faut toujours se dire qu'il y a deux issues. Ou bien je vais échouer, ou bien je vais réussir. Et tout le monde souhaite réussir d'ailleurs. Donc, une fois que tu as dans ta tête que tu peux soit réussir, soit échouer, tu es quelque part déjà préparé. La peur de l'échec va te pousser à vouloir réussir, mais tu n'exclus pas pour autant cette éventualité. Maintenant, lorsqu'elle se présente à toi, c'est de toujours garder une phrase que moi on me disait à l'époque. Échouer, c'est l'opportunité de mieux réussir. La nature ne fait rien au hasard. Ça peut arriver que tu réussisses, mais la nature ou Dieu, comme on aime le dire, a prévu que tu réussisses mieux que ça pour que ça t'ouvre de meilleures portes. Et il faut le prendre comme si c'était, calme-toi, l'année prochaine, je vais mieux réussir que ce que je devais réussir cette année. Et ça te permet d'apprendre de tes erreurs, tu grandis. Il faut voir ça comme une opportunité de grandir parce que la vie, elle est faite de réussite et d'échecs.
Donc, une fois que tu as pris ça comme une opportunité de grandir, une opportunité de mieux réussir, forcément, tu finis par traverser l'échec. Après, s'il faut pleurer, il faut pleurer. Parce que il faut se libérer. Je ne dis pas d'avaler tout, mais il faut se libérer. Libérer les émotions et voilà, aller de l'avant. Alors, dernière question. Selon vous, comment les parents aujourd'hui peuvent-ils aider leurs enfants, surtout dans cette période? Pour accompagner les enfants dans la période d'examen, déjà, être là pour eux. Être là pour eux, c'est leur poser des questions qui vont les détendre, mais à la fois les motiver. Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Est-ce que, surtout ça, et amener l'enfant à être vraiment à l'aise. Pas lui promettre, je vais t'offrir ci ou ça, mais l'amener à ce qu'il soit vraiment à l'aise et le mettre dans les conditions qui vont réduire le stress au maximum. C'est-à-dire, ne pas en rajouter une pression, lui faire comprendre que, il faut que tu bosses comme ça en fonction du type d'élève ou d'étudiant que tu es. Je suis toujours là pour toi. Si tu veux quoi que ce soit, je serai là. Bon, quoi que ce soit dans la limite du raisonnable, mais je serai là pour toi. Prouver aux enfants que nous serons là pour eux et que nous sommes un soutien. Parce que en milieu scolaire, seul, on ne peut pas surmonter un examen. On a toujours besoin de soutien psychologique. Certains trouvent ce soutien dans leurs camarades, certains trouvent, chacun trouve son soutien quelque part. Mais au niveau des parents, c'est quand même le premier pilier sur lequel les élèves ou les apprenants peuvent s'appuyer pour éliminer le stress. Donc, pour les parents, c'est d'être un soutien vraiment psychologique et émotionnel. Merci beaucoup, Monsieur Kiassène Karel. C'est tout pour cet échange. Merci à vous d'avoir accepté de participer à l'émission Afrique Edu. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être venu ici. Merci, Fanta, pour l'invitation et j'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai bien répondu aux questions. J'espère aussi que les étudiants, les élèves, les apprenants qui nous suivent ont pu y trouver leur compte, en tout cas, de la petite expérience que j'ai pu partager et voilà, Afrique Edu, suivez. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Chers téléspectateurs, le voyage au Burkina vient de prendre fin avec Monsieur Kassim Karel, qui, je rappelle, est analyste de données dans une société de la place. Sans plus tarder, dans quelques instants, nous allons revenir au Sénégal avec notre invité du jour, avec qui nous allons échanger autour du thème comment transformer son savoir-faire en source de revenus. Et tout ça, c'est juste dans un instant après le générique. Bonsoir, Monsieur Nicolas Boudin, et merci d'avoir accepté l'invitation dans l'émission Afrique Edu. Bonsoir, Madame Fanta. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous. Alors, Monsieur Boudin, selon vous, quelle est la différence entre la passion et le talent? La différence entre passion et talent est très subtile, mais essentielle, surtout lorsqu'on veut construire quelque chose de solide et de durable dans notre vie. La passion, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enthousiasme, ce qu'on aime faire, même si on n'est pas encore bon dans ce domaine. La passion génère de l'énergie, une envie naturelle d'explorer un sujet ou de s'adonner à une activité. Quant au talent, c'est une capacité naturelle, une facilité à exercer dans un domaine. On y apprend plus facilement que les autres. On performe au-dessus de la moyenne, sans même s'en rendre compte. Très bien. Alors, Monsieur Boudin, comment peut-on identifier son propre talent exploitable? Très bonne question. La différence entre passion et talent est très subtile, mais essentielle, surtout lorsqu'on veut construire quelque chose de solide et de durable dans notre vie. La passion, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enthousiasme, ce qu'on aime faire, même si on n'est pas encore bon dans ce domaine. La passion génère de l'énergie, une envie naturelle d'explorer un sujet ou de s'adonner à une activité. Quant au talent, c'est une capacité naturelle, une facilité à exercer dans un domaine. On y apprend plus facilement que les autres.
On performe au-dessus de la moyenne, sans même s'en rendre compte. Bien. Alors, Monsieur Boudin, comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du talent, mais ne parviennent pas à en vivre? Qui peut expliquer cet échec? Oui, en effet, il est clair que le talent à lui seul ne suffit pas. Qu'est-ce qui explique qu'une personne talentueuse n'arrive pas à vivre de ce talent-là? Ça peut être le manque de discipline ou de constance. Comme je vous le disais, le talent seul ne suffit pas. Il faut travailler. Travailler pour essayer de s'améliorer constamment, être discipliné, même quand c'est difficile. Une autre raison, c'est la plupart du temps la peur de l'échec. Nous avons un talent, mais on a tellement peur d'échouer, tellement peur de ne pas réussir, qu'on ne se lance même pas. Ou alors, à la première difficulté, on s'arrête. Une autre raison qui pourrait expliquer ce phénomène, c'est l'absence de stratégie claire et nette. Nous avons ce talent, nous savons que nous pouvons l'exploiter, mais on n'a pas établi de stratégies qui vont nous permettre d'atteindre notre but. Il y a aussi le refus de se marketer. Je prends mon exemple. En tant que coach de démarche, j'avais ce talent et même quand j'ai commencé à exploiter ce talent, jusque-là, je n'ai jamais ressenti le besoin de m'exposer, de faire de la publicité pour moi-même, étant donné que j'avais déjà mon portefeuille client. Donc, charge à moi, si je veux vraiment m'épandre, développer davantage cette activité, de faire preuve vraiment de marketing, de me vendre davantage auprès des nouveaux clients. Et en parlant de clients, il faut aussi savoir choisir sa cible. Choisir sa cible et aller la toucher où elle se trouve. Alors, ce qui nous ramène tout simplement à dire à Monsieur Nicolas Boudin que seul le talent ne suffit pas. Mais j'ai envie de poser la question, comment faire alors pour éviter de tomber comment éviter de cet échec? On va le dire comme ça. Comme je le disais tout à l'heure, le talent ne suffit pas. Donc, la première des choses à faire, c'est d'identifier cette zone de talent qui est exploitable. On peut avoir plusieurs talents, mais qui ne sont pas forcément monnayables. Quel talent j'ai et qu'est-ce que je peux apporter aux gens? La deuxième des choses, c'est de te former au-delà de ce talent. Parce que, encore une fois, je le répéterai encore, le talent ne suffit pas. Une fois qu'on a identifié cette zone de talent, on se forme au-delà de son talent, qui va nous permettre justement d'être plus polyvalent et moins dépendant d'autres personnes. La troisième des choses, c'est de créer une offre claire. Aller chercher son client. Qu'est-ce que le client a besoin? De quoi a-t-il besoin exactement? Il faut que cette offre soit claire et limpide. Et pour finir, construis ta présence. On vit dans l'ère du numérique. Il faut construire sa présence sur les réseaux sociaux, être visible. Alors, une fois son talent identifié, quelles sont les différentes étapes à suivre pour les transformer en source de revenus? Alors, les différentes étapes sont les suivantes. La première, c'est clarifier ton offre. Il faut clarifier l'offre. Le talent brut ne suffit pas. Une fois que le talent est identifié et qu'on sait qu'on peut l'exploiter, on va se poser les questions. Qu'est-ce que mon talent peut résoudre comme problème? Qui a besoin de mes services? La deuxième des choses, c'est de définir son public cible. Ensuite, la troisième des choses, ce serait, disons, de créer un produit ou un service adapté justement à ce public que tu auras identifié. Autant pour moi. Et ensuite, il faut apprendre à se vendre. Donc le marketing. Apprendre à se vendre sans se trahir, bien sûr. Parce que je comprends que souvent, les gens ont du scrupule à faire plus de marketing. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Mais il faut apprendre à se vendre, messieurs, dames. C'est extrêmement important. Et ensuite, pour finir, c'est construire une vitrine. Même minimaliste, mais construire une vitrine. Toutes mes excuses, je bafouille. Donc, que ce soit une page Facebook, Instagram, TikTok. Donc, c'est créer de la visibilité, tout simplement.
Alors, Monsieur Boudin, vous êtes coach en démarche et passionné par ce que vous faites. Vous avez su comment transformer votre talent en source de revenus. Donc, comment peut-on identifier et toucher, excusez-moi, précisément les clients prêts à payer pour son expertise? Alors, la première des questions, la première étape, c'est identifier un problème urgent et payant. Qu'est-ce que je peux régler très rapidement? Un problème douloureux. Nous sommes prêts à payer pour ce qui nous pose réellement problème. Ensuite, la deuxième étape, c'est de cibler une catégorie de personnes à qui justement ce problème est extrêmement prioritaire, qui sera prêt à débourser de l'argent pour régler ce problème. Ensuite, la troisième étape, c'est d'étudier les habitudes de ce public cible. Où sont-ils? Comment parlent-ils? Que cherchent-ils réellement? Et quatrièmement, créer un message qui leur est destiné. Donc, c'est adapter le message en fonction de ce public cible pour qu'on puisse toucher le cœur et les inciter à venir payer votre produit ou votre service. Donc, une offre claire, ciblée. Et ensuite vient l'étape du cadeau. Pour convaincre quelqu'un, il faut lui offrir quelque chose. Souvent, c'est pour ça que il y a des échantillons, souvent avec les parfums, ou des ateliers de dégustation pour la cuisine. Donc, n'hésitez jamais à offrir quelque chose pour donner un avant-goût de ce que vous faites. D'accord. Quels sont les pièges à absolument éviter lorsqu'on veut monétiser son savoir-faire et comment les corriger? Alors, la première erreur que nous faisons souvent, c'est de vendre son temps. On ne vend pas son temps, on vend un résultat à atteindre. La deuxième chose, c'est de viser tout le monde. On ne peut pas vendre à tout le monde. Il vaut mieux 2 bons payeurs que 10 clients qui nous font courir. Donc, il faut cibler encore une fois le public. La troisième chose, c'est de se cacher. Pas besoin de se cacher. Vends-toi. Fais du marketing. Montre-toi au monde entier. Autre erreur, c'est de sous-tarifer. Sous prétexte que nous ne nous sentons pas légitimes ou que nous pensons que nous pouvons encore nous améliorer, on donne des tarifs bas. Mais le problème, lorsqu'on fait ça, c'est qu'on attire des clients très exigeants, mais qui ne payent pas. Non, il faut savoir se respecter, mettre le tarif idéal en fonction du résultat que l'on peut donner. Ensuite, c'est négliger le client. L'expérience client est extrêmement importante. Une fois que vous avez fini avec un client, allez, repartez vers lui pour qu'il vous donne ses impressions de ce qui a été bon, ce qui a été moins bon, afin justement de vous améliorer et de réadapter votre offre. Et dernière chose qu'il faut absolument pas faire, c'est de copier les autres. L'authenticité est nécessaire et vitale. Soyez vous-même, c'est ce qui va faire votre particularité. Merci beaucoup, coach Boudin. Enfin, je vous appelle coach parce que vous êtes coach en démarche. Donc, dernière question pour terminer. Quel message de fin adresseriez-vous à un jeune passionné et talentueux qui souhaite vivre de son talent? Bon, la première chose que je dirais, c'est croyez en vous. Croyez en vos capacités. N'abandonnez pas à la première difficulté. Vous avez un talent, vous voulez l'exploiter, commencez par quelque chose. N'attendez pas que tout soit parfait. Rien ne sera jamais parfait, en vérité. Mais il faut toujours mettre un premier pas. Si, pour vous rassurer, vous avez besoin d'une source de revenus fixe en attendant, allez-y. Travaillez dans une structure, mais développez votre talent à côté jusqu'à ce que vous puissiez pleinement en vivre. Et ensuite, une fois que vous avez démarré, ne lâchez pas à la première difficulté. Continuez de vous battre encore et encore jusqu'à atteindre vos objectifs. C'est comme ça que vous serez épanoui. Parce que lorsqu'on est convaincu de ce qu'on en fait, lorsqu'on est passionné de ce que l'on fait, donc on allie à la fois talent et passion, les difficultés ne nous arrêtent jamais. Donc croyez en vous, vous finirez par y arriver. Encore une fois, Madame Fanta, je vous remercie de l'invitation et j'espère à très bientôt.
Merci beaucoup, coach Boudin. Bien de choses à vous et surtout bonne continuation dans votre carrière. Et on se dit sûrement à très bientôt. Chers amis, le voyage vient de prendre fin. Alors, dans quelques instants, nous serons connectés sur le plateau de l'émission Afrique Edu dans les locaux de la chaîne Télé-École avec notre invité spécial du soir, Monsieur Famien Giriel. Nous allons échanger ensemble sur le thème de être productif, clé, origine et stratégie pour l'optimiser. Et tout ça, c'est juste dans un instant. Ne quittez pas. Chers téléspectateurs, nous voici de retour sur le plateau de l'émission Afrique Edu en compagnie de Monsieur Giriel Famien. Bonsoir. Bonsoir, Miss Silla. Merci d'avoir accepté l'invitation dans l'émission Afrique Edu. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Famien Giriel, vous êtes auteur, conférencier, coach en développement personnel et promoteur de Farem Consulting. Absolument. Alors, c'est quoi Farem Consulting? Alors, Farem Consulting, c'est la faculté de la reprogrammation mentale. Parce que dans le développement personnel, notre spécialité, c'est la reprogrammation mentale. Et la reprogrammation mentale consiste à aider, n'est-ce pas, les personnes que nous rencontrons à devenir meilleures, à vivre leur meilleure version de la vie et à être productifs dans ce qu'ils font. C'est pour ça que notre devise, c'est formation, transformation, productivité. Donc, nous procédons donc par la formation ensuite qui conduit à une transformation intérieure d'abord. Et cette transformation, une fois qu'elle est faite, c'est pourquoi nous parlons de paradigmativité. Et je vais vous expliquer ce que c'est que paradigmativité, puisque vous avez dit que j'en suis effectivement le concepteur. Mais en même temps, et cette transformation doit conduire à une vie de productivité. Et quand on parle de paradigmativité, c'est deux mots que nous avons assemblés pour créer le concept. C'est paradigme et productivité. C'est-à-dire, comment changer de paradigme pour pouvoir avoir une vie de productivité. C'est ce que nous appelons la vision paradigmativité. D'accord, c'est très bien. Alors, en parlant de productivité, vous êtes bel et bien ancré dans le domaine. C'est quoi, en général, la productivité? Alors, la productivité part d'abord de la production. La production qui est donc une tâche ou alors le résultat d'une tâche ou d'une activité. Mais quand on parle de productivité, la production va intégrer la valeur temps, la valeur résultat et la valeur priorité. De sorte que quand on parle de productivité, on s'aligne sur trois paliers. Le premier palier, c'est le résultat. Le deuxième palier, c'est la satisfaction. Et le troisième palier, c'est la compétitivité. Parce que quand on parle de productivité, ça veut dire qu'on s'attend à un résultat. Mais il ne faut pas que ce soit n'importe lequel des résultats, il faudrait que ce soit un résultat satisfaisant. C'est pourquoi on parle donc de rentabilité. La rentabilité. Et le troisième niveau, donc, c'est la compétitivité. Parce qu'on peut être rentable pour soi-même, mais sans être compétitif. Or, nous sommes dans un monde à fort élan compétitif. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas être compétitif. Et c'est pour ça que quand on parle de productivité, il faut aller au troisième palier, qui est donc la compétitivité. La compétitivité. Alors, en parlant de productivité, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se retrouvent à ne pas être productives, excusez-moi. Alors, quelles sont les réelles raisons qui empêchent cela au quotidien? Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Tout dépend d'abord du milieu dans lequel on se trouve. Il y a des personnes qui manquent de productivité juste par procrastination pour certaines personnes. D'ailleurs, nous allons en venir par rapport à ça. D'accord. D'autres aussi, elles ne sont pas productives parce qu'elles manquent simplement de vision. Et je dis que la productivité repose sur un trépied qu'on appelle la culture de l'essentiel, la culture de la priorité et la culture des objectifs. Alors, si on n'a pas d'objectif dans la vie, on ne peut pas être productif. Exactement. Si on ne sait pas aller à l'essentiel, on ne peut pas être productif. Si on ne sait pas donner priorité à telle tâche par rapport à telle autre, il serait difficile d'être productif. Donc, c'est une question de vision dans l'ensemble. Quand on manque de vision, quand on est tout le temps en train de procrastiner, c'est pas évident qu'on soit productif. Exactement, exactement. C'est d'ailleurs vrai parce que aujourd'hui, la plupart des jeunes, surtout, lorsqu'on leur pose la question pourquoi vous n'arrivez pas à accomplir certaines choses dans votre vie, ils vous répondront la plupart des temps, c'est à cause de la procrastination. Donc, on peut bel et bien comprendre que la procrastination devient l'une des raisons majeures pour laquelle les gens ne sont pas productifs. Maintenant, ma question est de savoir comment lutter contre ça.
contre cette Alors, la procrastination? procrastination, puisque c'est une attitude humaine, c'est un comportement humain, et dont l'essence est de reporter à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Et des fois, en reportant, on ne reporte pas pour des raisons majeures, mais on reporte pour des raisons mineures. De sorte que la raison fondamentale pour laquelle on reporte n'a pas d'incidence en termes positifs sur soi. De sorte que quand on a fait de procrastiner, on se rend compte que on revient toujours à la case de départ, ou alors on est en retard sur un certain nombre de choses. Parce que comme j'ai dit au départ, la productivité va tenir compte du timing. Donc il y a la notion de temps qui intervient dans la productivité. Donc quand on rentre dans la procrastination, ça veut dire que dans un premier temps, on ne sait pas gérer son temps. Or, le temps, ce n'est pas une succession de minutes. Le temps, c'est une ressource. C'est une ressource vitale. Et donc, la première des choses, c'est d'abord de comprendre ce que c'est que le temps. Et comment il faut rendre son temps mercantile. Parce que le temps, ça se vend. Ça s'achète. Donc, il faut rendre son temps mercantile. Et en le faisant, on va sortir progressivement du manque de productivité ou de la procrastination. Et la deuxième des choses, c'est de se fixer des objectifs dans la vie. Quand vous avez des objectifs, quand vous levez le matin, vous savez que il y a des choses qui sont essentielles à faire. Exactement. Cela nous ramène à certaines méthodes telles que, je vous dirais, la méthode, il a été le 34e président des États-Unis. C'est un nom anglais que j'ai du mal à prononcer, mais c'est une méthode qui nous a vendu un cadran et qui a mis à la disposition de l'humanité un cadran qui est aussi simple que ça. En tout cas, dans sa carrière, ce président américain, il a sorti ça et ça aide beaucoup dans toutes les sciences humaines. Le cadran, c'est quoi? Faire ce qui est urgent et important. Il y a des choses qu'on reconnaît comme urgentes et importantes. Il y a des choses qu'on reconnaît comme urgentes mais non importantes. Il y en a qui sont importantes, non urgentes. Et il y en a qui sont non urgentes et non importantes. Exactement. Donc, quand on arrive à cerner ce cadran-là, on sait désormais ce qu'il y a lieu de faire maintenant, ce qu'il y a lieu de faire après, ce qu'il y a lieu de ne même pas faire, ce qu'il y a lieu de rejeter complètement, et puis on prend l'essentiel et on avance. D'accord. Mais est-ce que on peut dire que l'une des raisons de la procrastination, excusez-moi, c'est à cause d'un état mental qui n'est pas du tout bien? C'est-à-dire quand on n'est pas bien mentalement, est-ce que oui, parce que le stress fait partie également des causes de la procrastination. Quand mentalement on n'est pas bien, d'abord on a peur de ne pas réussir. Exactement. Et ensuite on est stressé, comme je dis, ou alors on rentre dans certains artifices qui font que mentalement on ne se sent pas capable d'eux. Et une fois qu'on arrive à ce niveau-là, je peux vous assurer que on rentre dans une phase d'improductivité constante. Vous voyez. C'est pour ça qu'il est bon de pouvoir redynamiser ou alors il est bon de pouvoir redéfinir son état mental. C'est pourquoi nous parlons de reprogrammation mentale chez nous. Exactement. Pourquoi? Parce que le mental est quelque chose d'essentiel. L'état d'esprit est quelque chose d'essentiel par rapport à tout ce que nous faisons. Des fois, des gens n'arrivent pas à être productifs, n'arrivent pas à atteindre des objectifs. Pas parce que, on a l'habitude d'entendre cela, non, les sorciers nous ont empêchés, ou alors c'est un problème de famille, c'est une malédiction. Ça existe partout. Mais je veux dire, tout dépend de la décision qu'on prend face au mal qu'on a constaté. Exactement. Le mal, on le constate partout. Je constate que telle chose ne va pas. Je constate que à tel niveau, je ne suis pas au niveau que je l'ai souhaité. Mais au lieu de rejeter la barre sur les autres, on ferait mieux de revenir sur soi-même, de se reprogrammer maintenant la productivité. En se donnant les moyens, comme par exemple le cadran dont j'ai parlé de Eisenhower. Et puis il y a aussi une méthode qu'on appelle la méthode Pomodoro. Et cette méthode-là permet de pouvoir séquencer son travail ou ses tâches. Et cette méthode consiste notamment à travailler sur 25 minutes à peu près, et puis se donner une pause de 5 minutes. Ensuite, on reprend. Donc, chaque tâche, on se donne un timing pour chaque tâche. Et quand on arrive à ce niveau-là, on se rend compte qu'en 2 heures, pratiquement, on devient productif. Parce qu'en moins de 2 heures, on a pu finaliser 4 activités, 4 tâches qui, sans cette façon de séquencer les choses, on n'allait pas y aboutir.
D'accord, d'accord. C'est exactement ça. Donc, pour lutter en un mot contre la productivité, il faut bel et bien pratiquer ces deux méthodes-là. Ah oui, mais il y en a plusieurs d'autres. Hein. Il y a la méthode de 2 minutes, Ok. il y a la méthode de 5 minutes, De 5 minutes. il y en a plusieurs d'autres. Plusieurs autres, mais je veux dire, ces deux-là, elles sont très courantes. Elles sont très courantes dans la reprogrammation mentale. Elles sont très courantes dans l'enseignement des sciences humaines concernant tout ce qui concerne la productivité. D'accord, d'accord. On ne peut pas parler de productivité sans parler de concentration, motivation et voilà, tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on constate que la plupart des personnes, on va prendre un exemple d'un entrepreneur qui entreprend, qui au début est vraiment motivé par ses projets, par ce qu'il entreprend. Mais plus le temps passe, il se rend compte qu'il y a des choses, il y a des difficultés qui arrivent, il y a des temps d'échec. Comment faire pour garder la motivation et la discipline dans ce genre de cas? Il faut toujours passer à l'action. Okay. Quand ça ne va pas, il faut toujours passer à l'action. Parce que quand ça ne va pas, quand on n'est pas motivé, on a tendance à se rétracter. On a tendance au découragement, alors que c'est en ce moment précis qu'il faut passer à l'action. Donc, si vous voulez, n'est-ce pas, gagner la bataille entrepreneuriale en termes de productivité, c'est l'action, toujours l'action, rien que l'action. Rien que l'action. Parce que c'est quand ça ne va pas, quand on est démotivé, qu'il faut passer à l'action. Quand on se dit, mais ça va servir à quoi? C'est là qu'il faut passer à l'action. En entrepreneuriat, il est indiqué que c'est en période de crise que les grandes entreprises se réalisent. C'est en période de crise que les grandes choses arrivent, n'est-ce pas, à éclore. Donc, quand on pense qu'on est en crise d'un point de vue résultat, d'un point de vue motivation, c'est là qu'il faut se donner, il faut se ressourcer pour passer à l'action. Passer à l'action en se disant, est-ce que je peux faire juste un petit pas? Et en faisant le petit pas, on va faire un moyen pas. Et puis après, on va faire un grand pas. Exactement. Et puis ensuite, ça sera une succession de grands pas. C'est exactement ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de ressources, mais comment garder l'énergie quand on est, par exemple, une personne qui est multipotentielle ou qui a plusieurs tâches à accomplir à la fois? Alors, il faut savoir, j'allais dire, capitaliser son temps. Okay. Et savoir que dans la notion de temps, ou dans le travail que nous faisons dans un temps donné, il y a du travail du point de vue didactique, il y a du travail du point de vue ludique. Dans un moment donné, quand on sort d'une activité dans laquelle on a dépensé beaucoup d'énergie, notamment mentalement et intellectuellement, il est bon de se donner une pause avec des activités, de se déstresser avec un peu de loisir ou un peu de distraction, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, se donner, pour sortir un peu de cette pression qu'on a vécue pendant cette activité. Donc, en fonction de la nature de l'activité qu'on a eue, il faut se donner le moyen également de déstresser par un temps de distraction, par des pauses ludiques, et puis après cela, on se sent bien et on peut rebondir. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Famia. Le temps ne nous appartient pas, malheureusement. Nous sommes à la fin de ce bel échange. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin, un message pour la jeunesse qui nous regarde ou... Je voudrais encourager la jeunesse à continuer à se former, à continuer à travailler sur elle-même, à continuer à rechercher ces trois valeurs essentielles, c'est-à-dire la culture de l'essentiel, la culture de la priorité et la culture des objectifs, que j'appelle la culture du résultat. Parce que sans ces éléments fondamentaux, il serait difficile de grandir dans la recherche de ce à quoi nous aspirons. Il serait difficile de réussir dans un monde aussi hautement compétitif. Nous sommes dans un monde qui est différent du monde de 1960 ou différent du monde de 1990 même, seulement 35 ans en arrière. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps, dans une période où tout est numérisé, tout est digital et le monde va vite. Exactement. Et parce que le monde va vite, il faut créer les conditions pour se mettre au rythme de cette vitesse. Exactement, exactement. En tout cas, le message est bien passé. Merci beaucoup à vous de votre participation, votre présence sur le plateau de l'émission Afrique Edu. C'était un honneur, un plaisir d'ailleurs de vous avoir avec nous. C'est un plaisir partagé et je pense qu'on aura l'occasion de partager également d'autres expériences, notamment en orientation socio-professionnelle ou même en relation d'aide pour pouvoir permettre aux uns aux autres de pouvoir accéder au niveau auquel ils sont promis. D'accord. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, on va reprogrammer ça pour une prochaine fois. À très bientôt. Ça sera un plaisir vraiment de vous recevoir encore et encore. Je serai toujours disponible. D'accord. Tant qu'on peut apporter quelque chose, c'est toujours le bienvenu. D'accord.
Chers téléspectateurs, c'est bel et bien la fin de cet échange avec Monsieur Famien, qui, je rappelle, est conférencier, coach en développement personnel, concepteur de La paraditivité. la paraditivité Et promoteur de Faram Consulting. voilà. Et puis, enfin, je suis certifié, thérapeute certifié en relation en relation d'aide et en orientation socio-professionnelle. Voilà, tout est dit. Donc, on se retrouve une prochaine fois sur la même chaîne Télé-École 100% dédiée à l'éducation et dans votre émission préférée, Afrique Édu. Au revoir. Au revoir.